Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1. On fait le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, on n'a pas fait le débrief du Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, déjà parce que j'ai pas pu le voir. J'ai encore plus d'internet depuis le 1er décembre. Voilà, ça ne doit pas revenir avant le 24 décembre. Donc là, je suis obligé d'utiliser la 4G. Mais la 4G est une connexion assez aléatoire par chez moi. Donc c'est un petit peu compliqué de regarder les Grands Prix. Là, j'ai pu voir le Grand Prix d'Abu Dhabi, on va dire en qualité pas trop dégueulasse, mais c'est un petit peu compliqué, surtout quand il n'y a pas d'internet sur des périodes aussi longues. Voilà, depuis, ça fait 3 semaines, 15 jours, ouais. Alors plus d'un mois sans internet, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon. Pour des mecs qui ont coupé les câbles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On va faire le débrief de ce Grand Prix. Il y aura les débriefs MotoGP qui vont arriver, les débriefs Formule 1 qui vont arriver, les awards cyclistes, les awards MotoGP, les awards Formule 1 également qui vont arriver, plus les présentations équipe cyclisme 2022. Donc le programme va être chargé, même s'il n'y a pas d'internet, on va essayer de le faire au maximum. Ce qui fait que du côté de piste verte, pour le moment c'est en stand-by. Parce que pour regarder les compétitions, là c'est juste pas possible. Et pour les audiences également, c'est compliqué pour les mêmes raisons. Là, je suis obligé de faire vraiment service minimum et de mettre ce que j'avais prévu en premier. Les trucs qui me semblent les plus importants. Donc la F1 était du côté d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, le circuit qui est utilisé depuis plus de 10 ans. Circuit qui avait été modifié cette année. On a modifié la fin du premier secteur, début du deuxième secteur. Donc avant la première ligne droite, on a enlevé toute la section un peu tortueuse pour mettre simplement une courbe, et on a modifié également, avant il y avait 2 chicanes, et la deuxième chicane au bout de la deuxième ligne droite, ça s'est transformé en une grande courbe. Bon, ça n'a pas révolutionné le circuit, je vais pas vous mentir, on s'est pas amusé des masses sur cette course. Enfin, moi j'ai pas pris énormément de plaisir. Il y a eu la bagarre, mais sinon c'était comment dire, c'était un peu compliqué parce que en fait le circuit a toujours été très compliqué pour dépasser, et j'ai l'impression que le virage au bout rend pas les dépassements plus faciles. C'est-à-dire que la deuxième modification, on peut se redédoubler assez facilement. On a vu notamment Tsunoda, on a vu Perez aussi. C'est possible de protéger sa position. Donc ça reste un circuit qui est extrêmement compliqué pour dépasser. Et depuis toujours, depuis sa création, et ce qui fait qu'on a rarement eu des courses spectaculaires sur cette piste-là. Même quand il y a eu la bagarre, moi je me souviens Rosberg-Hamilton, ça n'avait pas été hyper spectaculaire. Et il y a rarement aussi des courses avec beaucoup de dépassements. C'est presque l'un des grands prix où il y a eu le moins de dépassements, je dirais, avec le Grand Prix de France. Et puis bon, c'est vrai que ça serait peut-être bien de mettre des petits bacs à sable dans les zones de dégagement, quoi, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec notamment Hamilton. Peut-être que s'il y avait eu un bac à sable, il ne serait pas passé aussi rapidement. On va passer donc à la FIA. Du côté de la FIA, qui a eu énormément de décisions, je dirais, très litigieuses pendant ce week-end et surtout pendant ce dimanche de course. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, ils se savaient observer, vu ce qui s'est passé toute la saison, qu'il y a eu quand même pas mal de choses vraiment limites. Donc, surtout le week-end précédent à Jeddah, où il y a eu, on a tenté de dealer des pénalités. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Du côté de la FIA, l'action au premier tour entre Verstappen et Hamilton, c'est assez incroyable qu'il n'y ait même pas eu une enquête d'ouverte. Moi, je suis pas de l'avis de Villeneuve. Je pense qu'il n'y avait pas la possibilité de passer pour Lewis Hamilton. Il n'y avait pas la possibilité de passer parce que Verstappen freine trop tard. Ok. Donc pour moi, Verstappen est en tort sur cette action parce qu'il freine trop tard et qu'il envoie, on va dire, son adversaire à l'extérieur de la piste. Mais on revient toujours à un problème récurrent que je signifie depuis déjà de nombreuses courses. Il va falloir vraiment faire quelque chose sur ces zones de dégagement.
limiter la vitesse, couper les moteurs de manière électronique. Parce que là, encore une fois, heureusement qu'il n'y avait pas ces d'autres voitures à côté, parce que la manière dont il revient en piste, la manière dont il a accéléré Lewis Hamilton sur cette sur cette zone de dégagement, ce n'est pas normal. Et je m'aperçois que du côté de la FIA, on n'a toujours pas compris l'accident d'Antoine Hubert, parce que l'accident d'Antoine Hubert, c'est un petit peu lié à une zone de dégagement où tout le monde est passé à fond dans cette zone de dégagement, et pourtant il y avait des voitures qui étaient en dehors de la piste. Et je rappelle qu'une zone de dégagement, ce n'est plus la piste, donc on ne doit pas se comporter de la même manière que sur le circuit. On ne peut pas rouler à fond sur une zone de dégagement. Je suis désolé. Donc là, ça c'est, je trouve, très énervant et très incroyable. Et puis ensuite, quand la FIA dit cette phrase qui est quand même incroyable, Lewis Hamilton n'a pas eu de gain suite à cette action, si, il gagne 2 secondes et demie, en ne rendant pas sa position. Ils sont côte à côte. Verstappen est même devant. Bon, mais ils sont côte à côte. Donc il aurait dû gagner 1/10 de dixième. Il gagne 2 secondes à 2 secondes et demie. Rien que sur cette action-là. Et la FIA ose dire « Ah bah non, il n'a pas gagné de temps. » Tu sais, c'est comme les mecs au tribunal qui sont pris la main dans le sac et ils disent « Ah non, j'ai pas volé, non, c'était pas moi, c'était un sosie. » C'est pareil, quoi. T'es pris la main dans le sac. Donc c'est incroyable. Dans une course où se joue le titre, un dernier Grand Prix, où tu sais que, peut-être que comparé à d'habitude, beaucoup plus de gens vont regarder la course, d'avoir ce genre de situation. Enfin, c'est pas normal, il y a un moment. Donc ça m'a terriblement énervé cette situation-là. Et puis bien entendu les 5 derniers tours où Michael Masi dans un premier temps ne veut pas faire repartir le Grand Prix, ensuite il décide de faire repartir le Grand Prix, on respecte pas le règlement. Parce que je rappelle, le règlement est très clair. Quand les véhicules se dédoublent, donc déjà c'est tous les véhicules qui doivent se dédoubler, pas simplement les véhicules qui sont intercalés entre les 2 leaders du championnat du monde, c'est tous les véhicules intercalés doivent dépasser la safety car, c'est très précis au niveau du règlement, et surtout, ils doivent revenir au bout de la queue. Et là, ça n'a pas été fait. La FIA a complètement raté cette dernière course, mais la FIA a raté cette saison en général, et je pense que dans ce genre de cas, il faudrait peut-être virer Michael Masi. Il n'a pas les épaules, me semble-t-il, pour être directeur de course. Et il va falloir également peut-être interdire les discussions entre FIA et équipe, parce qu'on s'aperçoit que Michael Masi, je suis pas sûr que si Red Bull lui avait pas dit de reprendre la course, qu'il l'aurait fait, ou si Mercedes n'avait pas dit ne mets pas la safety car, qu'il n'aurait pas voulu faire chez Mercedes dans ce genre de cas. Vous voyez, ces discussions, je trouve, avec la FIA ne sont pas productives pour les équipes et ne sont pas productives pour la FIA également. C'est comme si tu avais les entraîneurs qui engueulaient tout le temps l'arbitre et qui communiquaient tout le temps avec l'arbitre en football. On s'en sortirait plus. Et bien là, c'est pareil. Et ils influencent forcément l'arbitre, les arbitres. On serait pas reparti. Et de toute manière, il n'y aurait pas eu ce problème-là si Michael Masi avait mis drapeau rouge. Voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire. On savait que voilà le titre, que c'était chaud. Et puis drapeau rouge, et on peut se poser même la question qu'on est arrivé dans cette situation-là aussi, parce qu'il y a eu le Grand Prix de Belgique. S'il n'y avait pas eu le Grand Prix de Belgique, on serait peut-être pas retrouvé avec 2 pilotes à égalité lors de cette dernière course de championnat du monde. Et toute cette situation-là n'aurait peut-être pas eu lieu. Alors avec des si, on met Paris en bouteille, expression de vieux. Mais ce Grand Prix de Belgique, moi j'avais dit qu'il aurait des conséquences sur le long terme, surtout si le titre, l'écart de points était similaire à l'écart de points entre Verstappen et Hamilton sur cette course-là. Alors je trouve que peu de gens s'en souviennent, mais le Grand Prix de Belgique au final, c'est là où Hamilton perd le titre, parce qu'il ne peut pas remonter en course, et parce qu'il perd énormément de points sur cette course-là. Du fait qu'on ait fait un Grand Prix sur les qualifications. Et voilà. Si vous retirez les points du Grand Prix de Belgique, alors j'ai pas fait le calcul, mais je suis presque sûr que Hamilton est champion du monde. Hein. C'est quand même fou de se dire ça.
c'est la FIA qui a un peu décidé du titre de champion du monde cette année. Alors, Verstappen le mérite, parce que Verstappen a gagné le plus de Grands Prix. Mais la FIA a décidé de qui aurait le titre avec ce Grand Prix de Belgique. La manière dont ils ont fait les choses sur le Grand Prix de Belgique, la manière dont ils ont fait les choses sur certaines courses, bon, ça a quand même aidé en termes de points Verstappen. Je dis pas qu'il a été non plus favorisé par la FIA, parce que c'est pas le cas du tout, mais objectivement, ce Grand Prix de Belgique-là a eu des conséquences énormes pour la suite du championnat du monde. Et le fait que la FIA n'ait pas réussi à gérer cette course, à correctement gérer la situation lors de ce Grand Prix, a des conséquences énormes, parce que le titre de champion du monde, c'est l'écart de points dû à ce Grand Prix. C'est là où je dis que la FIA, Michael Masi, devrait quitter son poste, parce qu'il n'a pas les épaules pour gérer la situation. Et alors, on va revenir également sur cette question. J'ai vu beaucoup de gens dire c'est la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1. J'ai vu ça plusieurs fois, notamment Julien Febvre l'a marqué, je crois. Il a dit c'est une saison dont on se souviendra dans l'histoire, oui. Mais c'est pas la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1, à mon avis, parce que la FIA a trop merdé dans sa manière de faire les choses. Et moi, ça m'a un peu dégoûté sur cette saison. Je vous le dis très clairement, la gestion de la FIA m'a vraiment fait quitter un moment la saison, parce que les décisions sur certaines courses, c'est incroyable, quoi. Quand tu, notamment le Grand Prix de Belgique, enfin, tu te dis, mais c'est pas normal, quoi, de faire ce genre de choses. C'est pas normal. Et j'ai l'impression qu'on a voulu, là, sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, créer un moment Netflix, un moment Drive to Survive, mais qu'on a oublié l'essence même de la course. L'essence même de la course, c'est pas Netflix. Voilà, il faut le rappeler. Il y a un règlement, on se tient au règlement. Et donc, est-ce que c'est la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1 ? Moi, de toutes les saisons que j'ai vues en direct, ça fait 20 ans, non. Moi, j'ai adoré, notamment 2008. J'ai adoré 2009 aussi. J'ai un triptyque. J'ai 4 saisons que j'ai adoré. C'est 2007, 2008, 2009, 2010. Parce qu'il y avait une bagarre pour le titre de champion du monde. Parce qu'il y avait aussi un milieu de tableau qui n'était pas aussi largué qu'aujourd'hui. Qu'il y avait beaucoup d'équipes qui se battaient pour le titre et qu'il y avait des renversements de situation. Notamment 2007 avec le retour de Raikkonen qui est assez extraordinaire, et on se dit mais jusqu'où il va aller, est-ce qu'il va réussir à prendre le titre ? 2008, ça se joue quand même dans le dernier virage avec un Grand Prix de dingue à Interlagos. 2009, vous avez ce début de saison assez fou avec Braun Grand Prix. Ensuite, vous avez Red Bull qui arrive à revenir un petit peu. Ensuite, vous avez les écuries comme McLaren, comme Ferrari qui reviennent aussi dans le match. Et on a une fin de saison, on se dit Braun n'arrive plus à choper des points. Est-ce qu'ils vont réussir à quand même prendre le titre ? Et puis l'histoire autour de Braun Grand Prix est assez dingue. Et puis 2010, parce qu'il y a quand même 4 pilotes qui jouent le titre lors de la dernière course de la saison, et qu'on a un dernier Grand Prix à Abu Dhabi qui est assez dingue, avec notamment Petrov qui gêne Alonso, avec Weber qui suit la stratégie d'Alonso, et avec le premier titre de Vettel qui est totalement dingue quand même sur ce Grand Prix là, et une fin de saison qui est assez dingue, parce qu'il faut se souvenir également du Grand Prix de Corée du Sud aussi, avec un accident entre Weber, je crois, et Alonso, me rappeler de tête. Et puis il y a également 2003 qui est assez intéressante comme saison, avec peut-être la moins bonne des Ferrari de la période de domination de Ferrari avec Michael Schumacher, et avec une bagarre aussi où vous avez Williams et McLaren qui sont c'est la meilleure année de Williams BMW, et avec McLaren qui est également très fort cette année-là, et avec un Kimi Raikkonen qui commence à se montrer. Et moi j'ai adoré ces saisons-là, alors que cette année j'ai eu beaucoup de mal avec les décisions de la FIA. Je le dis très clairement, je trouve que la FIA a eu des décisions vraiment pas normales, et j'ai même, pour tout vous dire, préféré 2020-2021. Si je devais faire une checklist
une tier list plutôt des saisons là, des 20 dernières années, je préférerais celle-là. Et puis il faut pas négliger également dans les saisons incroyables de la Formule 1, vous avez 86 avec le titre remporté par Alain Prost avec Williams qui se trouve complètement avec Nelson Piquet et Mansell. Que vous avez quand même les titres entre Prost et Senna où il y a une tension qui est énorme. Je pense notamment à 89. Vous avez quand même 76 Niki Lauda, James Hunt qui est aussi complètement dingue. Donc pour moi, voilà, c'est au-dessus. Ces saisons-là sont au-dessus de cette année 2021. On passe à la note du Grand Prix parce que là, je suis déjà à long de vidéo. J'ai mis 14 sur 20. J'ai pas mis plus, déjà parce que... Alors j'ai pas mis moins non plus, parce qu'il y a la tension autour de titre, et forcément ça m'a fait rester jusqu'au bout. Voilà, j'étais à fond derrière la course. Que voilà, il y a eu les qualifs qui ont été aussi très intéressantes, je trouve, avec une belle bagarre entre Hamilton et Verstappen, et ce travail également qu'a fait Perez, notamment sur ce week-end, la défense de Perez sur Hamilton également, qui a été assez intéressante. Mais je mets pas plus que 14 sur 20 parce que j'ai quasiment pas eu de bagarre dans le middle pack, comme on dit en anglais, dans le milieu de tableau, il n'y avait pas eu de bagarre. J'ai vu très peu de dépassements. Le réalisateur aussi, il faut dire, était aux fraises ce week-end. Alors, on a vu déjà que Hamilton, Verstappen pendant quasiment tout le Grand Prix. Il y a 19 voitures sur la grille. Ça aurait été quand même pas mal de montrer quelques fois les autres voitures. Et puis, il était aux fraises parce qu'il a notamment raté l'accident de Raikkonen. Il a raté plein de trucs quoi ce week-end. Et puis, à des moments, il attendait 3 plombes la voiture de Verstappen. C'est-à-dire que il y avait des plans de caméra qui étaient assez exceptionnels quand même de nullité, je trouve. Donc, le réalisateur, je pense, n'avait jamais vu de la Formule 1 de sa vie du côté d'Abu Dhabi. Enfin, c'était un raté complet. Et puis les décisions de la FIA qui m'ont énervé pendant tout ce Grand Prix. On passe au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. J'ai mis 15 sur 20 pour Pierre Gasly. J'ai bien aimé ce qu'il a fait en course, Pierre. C'est un pilote qui peut parfois être bon en course, mais qui, je trouve, est encore quand même meilleur en qualification qu'en course. Et là, Pierre, il a fait, surtout cette année, où il a souvent fait des très bonnes qualifs, et puis parfois en course, c'était un peu plus compliqué. Mais quand les courses s'emballent, il est présent. C'était le cas à Interlagos, c'était le cas à Monza, c'était le cas encore du côté de l'Azerbaïdjan, c'était le cas ce week-end. Malgré une qualification très compliquée, malgré le fait qu'il a été quand même devancé pendant tout le week-end par Tsunoda, je trouve qu'il a fait un très bon dimanche, une très belle remontée. C'est l'un des rares pilotes qui a fait une belle remontée, qui a fait une course de dimanche où il a fait des dépassements. Bonne stratégie également pour AlphaTauri, ce qui est plutôt assez rare. Et donc voilà, une belle course, 5e pour Pierre. Encore une fois, il mériterait quand même d'être dans une meilleure voiture quand on voit les courses qu'il réalise aujourd'hui. Peut-être que ça viendra en 2023. Après, du côté d'AlphaTauri, l'année prochaine, il va falloir quand même travailler sur cette intersaison parce qu'on a vu déjà une fin de saison compliquée du côté d'AlphaTauri avec une voiture moins performante, vraiment moins performante sur cette fin de saison. Alors, est-ce que c'est parce qu'il travaillait sur la saison prochaine? Peut-être. Et du côté d'AlphaTauri, on a parfois bien géré les changements de réglementation, mais parfois on a eu beaucoup plus de mal avec ces changements de réglementation à certaines périodes. Donc il faudra voir comment l'équipe arrive à travailler. Surtout que je rappelle, c'est quand même une équipe qui a des moyens limités, même s'il y a un soutien de Red Bull. C'est pas les moyens de Red Bull derrière, du côté de Faenza. Donc il faudra voir comment ça se déroule du côté d'AlphaTauri l'année prochaine, mais on verra ça lors des débriefs de fin de saison. Je vous parlerai des enjeux pour 2022. Esteban Ocon, 13 sur 20. Grand Prix solide, bonne qualif, parce que c'était pas évident pour Alpine d'aller chercher la Q3 ce week-end. Ça montre encore une fois qu'ils ont cette capacité quand même Alpine à utiliser 100% du potentiel de leur matériel. Il y a peu d'équipes qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Eux, ils utilisent vraiment 100% du matériel, et c'est assez dingue de ce côté-là.
Et du côté d'Esteban Ocon, après derrière la course un peu plus compliquée. Mais bon voilà, il fallait faire aussi avec un rythme qui était pas exceptionnel. Donc voilà, c'était un week-end compliqué, mais il ramène encore des points. Il devance quand même Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Heureusement qu'ils avaient sécurisé la 5e place constructeur le week-end précédent, mais on peut quand même se dire que Alpine a fini en trombe cette saison 2021. Et c'est quand même alors c'est soit de bon augure pour 2022, parce qu'on peut se dire, le staff technique, l'arrivée de David Brivio, tout ça c'est bien intégré et tout ça fonctionne. Ou soit on peut se dire, est-ce qu'ils n'ont pas un peu trop travaillé sur 2021 et négligé un peu 2022 ? Bon, moi je ne pense pas que ça soit le cas, mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. Mais on s'aperçoit quand même que Renault Alpine a mis un peu de temps sur ce début de saison à se mettre en place. On pouvait avoir des doutes sur David Brivio, il y avait beaucoup de doutes sur David Brivio, un homme qui vient de la moto, un homme qui connaît pas forcément une usine Alpine compliquée, d'un côté Viry-Châtillon, de l'autre côté Enstone, où il faut gérer ces deux entreprises qui coexistent, on va dire, ces deux unités qui coexistent, pas toujours facile. Ce que disait Franck Montagny, Enstone, les mecs sont pas forcément faciles à comprendre du côté d'Enstone, mais je trouve que ça s'est très bien passé et qu'il y a eu une belle dynamique. C'est vrai que la victoire en plus en Hongrie a aidé, ça c'est clair et net, mais je trouve que c'était vraiment une belle année. On passe tout de suite aux pilotes au top. Les pilotes au top, on commence avec Lewis Hamilton, j'ai mis 18 sur 20. Bon week-end de course de la part de Lewis, bonne course en fait. Bien aidé également par sa position de départ, parce que c'est quand même le seul circuit où le fait de partir en pole est un désavantage vu que vous partez du côté sale de la piste. C'est l'un des rares circuits où c'est comme ça. Là aussi, c'est pas vraiment normal d'être comme ça au départ. Après, bonne gestion des pneus. Meilleure stratégie pneumatique que chez Red Bull, mais chez Red Bull, on avait décidé de tout miser sur le départ et ça n'a pas marché. Et puis il y a eu une place sur le pneu en qualification également pour Verstappen, ça n'a pas aidé. Du côté d'Hamilton, un week-end solide. Après, il perd le Grand Prix sur une fin de course tronquée par la FIA. Mais jusqu'à 5 tours de l'arrivée, il était vraiment dans les clous et c'était parfait ce qu'il faisait, Hamilton. Après, il y a eu une décision de la FIA qui est très discutable. Je me posais même une question en parlant de la FIA. J'ai pas la réponse. Mais Charlie Whiting, je sais plus si Charlie Whiting, il arrivait en Formule 1 en 97 en tant que commissaire de piste, et donc, lors de sa première saison, il a dû gérer Villeneuve, Schumacher, à Jerez, ou est-ce qu'il arrive en F1 en 98, c'est-à-dire l'année d'après de cet accident? Je ne sais plus, pour tout vous dire. Parce que on se souvient notamment de l'année 94 en Formule 1, où il y a des décisions de la FIA qui sont totalement contestables, avec Benetton. Alors après, est-ce que c'était dû à ça que Charlie Whiting a pris de plus en plus de points et est arrivé directeur de course? Je ne sais pas, pour tout vous dire. Mais c'est assez intéressant à voir parce que là, Michael Masi, il faudrait, je pense qu'il dégage. Surtout, j'ai pas aimé en plus, parce que déjà les discussions n'avançaient à rien, mais son ton, lorsque Mercedes lui propose des choses ou quand Red Bull propose des choses, il a un ton assez hautain, je trouve, avec les équipes. C'est lui qui c'est lui qui comprend tout et c'est un peu vous fermez votre gueule, quoi. Voilà. Dans la manière dont il a je trouve en termes de communication, c'est un peu comme ça. Bon, je reviens sur Hamilton, donc 18 sur 20, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, surtout qu'il fait quand même un énorme Grand Prix sans être aidé par Bottas. Alors que Perez a fait vraiment une très très belle course pour aider Verstappen. Donc il a dû se débrouiller seul. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé seul en n'ayant pas la pole position. Il faisait plutôt une excellente course. C'était presque la situation, je dirais pas inverse de Austin, mais pas loin. Où Austin, Hamilton part en pole et Verstappen
le dépasse et Verstappen, malgré une mauvaise stratégie, arrive à gagner la course. Je dis une bêtise. Où Verstappen se fait dépasser au premier tour et où, malgré une mauvaise stratégie, Verstappen arrive à gagner le Grand Prix. C'était pas loin d'être la situation, on va dire, inverse, je trouve, de Austin. J'ai eu du mal à l'expliquer clairement. Je continue avec Verstappen 18/20, champion du monde. Enfin, voilà quoi. La saison de Verstappen, elle est bonne. Elle n'est pas meilleure que celle d'Hamilton. Les deux ont fait une saison très proche au final. Mais c'est vrai que on se posait des questions quand même. Moi, je me posais des questions sur cette fin de saison. Est-ce que Verstappen, avant cette dernière course, j'avais quand même le sentiment que Verstappen était en train de craquer, que Red Bull était en train de craquer face à Toto Wolff et face à Lewis Hamilton, surtout face au Grand Prix précédent à Jeddah. Mais j'ai l'impression que ce Grand Prix de Jeddah a presque été un mal pour un bien. Pour Red Bull, ça les a un peu réveillés. Ils ont eu un esprit conquérant sur ce week-end de course, dès les qualifications, encore plus en course. Un esprit un petit peu de challenger. Ils ont laissé la place de favori presque à Mercedes et ils se sont retrouvés dans une place de challenger qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Et ça les a presque aidés. Et je trouve que oui, ils ont fait vraiment une belle course. Red Bull, ils s'en sont vraiment très très bien sortis, donc chapeau du côté de Verstappen. Voilà, 18/20, moi j'ai bien aimé la course de Max Verstappen. On poursuit avec Perez, 16/20, week-end assez dingue de Perez. Il s'est vraiment sacrifié pour son leader. Il y a eu vraiment un vrai sacrifice de la part de Perez, notamment sa passe d'armes avec Hamilton est juste assez dingue. C'est dommage qu'il abandonne en fin de Grand Prix à cause d'un problème technique, parce que voilà, il était troisième, il était sur le podium et il aurait pu célébrer sur le podium avec Verstappen. Mais jusqu'à ce moment-là, il faisait vraiment un très très bon week-end. Autant il avait été assez absent quand même à Jeddah, autant là il a été beaucoup plus présent sur ce Grand Prix. Et vraiment un très beau week-end de Perez, où il a donné vraiment le maximum de ce qu'il pouvait vraiment. Il pouvait pas faire mieux, je crois, ce week-end. C'est dommage son début de saison à Perez, où il a mis beaucoup de temps à s'adapter à Red Bull, parce que même s'il y a eu des courses compliquées avec Red Bull, notamment des courses où il finit avec un tour, je trouve qu'il a réussi à s'intégrer quand même magnifiquement dans cette équipe, en se disant « je suis numéro 2, d'accord, j'accepte ce statut de numéro 2, il y a un an, je ne savais même pas si j'allais continuer la Formule 1. Je suis dans l'une des meilleures équipes du monde, j'ai une voiture fantastique, à moi de me sacrifier pour l'équipe, à moi de faire le job. » Et il l'a fait sur sa deuxième partie de saison, et il l'a très bien fait, je trouve. Mieux que Bottas, c'est mon avis. Dommage, c'est sur le début de saison que c'est joué le titre constructeur, presque. Sainz, 15/20 par Carlos Sainz, troisième. Donc ça, c'est un bon week-end pour Ferrari. Ferrari qui nous a donné rendez-vous pour l'année prochaine. On verra. Moi, je pense que leur souci moteur va encore être compliqué à gérer, parce qu'ils ont encore trop de déficit moteur aujourd'hui, Ferrari. Ça a été une très belle course de Carlos Sainz. Il finit même, je crois, au championnat devant Leclerc. Au final, oui. Il finit devant Leclerc. Il finit 5e du championnat, donc le premier des autres. Très clairement, Carlos Sainz. Et on peut quand même voir qu'il a fait une saison intéressante. Et surtout, c'est l'un des rares pilotes, Carlos Sainz, qui n'a pas abandonné. Son pire résultat, c'est une 11e place à Carlos Sainz. Il n'a pas fait pire que 11e. Il a été vraiment d'une très très grande régularité, plus je dirais que Charles Leclerc, est ce qui fait la différence. Et puis surtout, il apporte une 2e place et 3 autres podiums sur cette année. C'est beaucoup plus que Charles Leclerc. Alors certes, Charles Leclerc, il y a eu beaucoup de 4e et de 5e place,
Mais au final, il y a 5,5 points d'écart entre les deux. Alors certes, là encore, hein, le Grand Prix de Belgique a des conséquences quand même, mais plutôt à l'avantage de Charles Leclerc, parce que Carlos Sainz était 10e sur la grille et Charles Leclerc était 8e sur le Grand Prix de Belgique. Mais on peut quand même signifier que ce Grand Prix a été très intéressant et que ça s'est vraiment très très bien passé pour le pilote espagnol, et c'est vraiment une très belle saison de Carlos Sainz. Je continue avec les pilotes au top, avec Tsunoda. Meilleur week-end de l'année de Tsunoda, et encore une fois cette théorie qui dit que Tsunoda s'en sort mieux sur le circuit qu'il ne maîtrise pas ou qu'il maîtrise peu par rapport au circuit qu'il maîtrise énormément. C'est le cas. Et toujours aussi que moi je rappelle que même les circuits qu'il maîtrise beaucoup, il y allait 3 ou 4 fois dessus. C'est un pilote qui a peu d'expérience. Hors du Japon, il a peu d'expérience. Tsunoda, encore. C'est intéressant pour l'année prochaine. Ça montre qu'il est capable d'être un pilote solide. Alors c'est un pilote qui est quand même agressif, hein. On l'a vu dans son pilotage, mais ça il était déjà en F2, donc ça change pas énormément. Du côté de la course, il fait une course solide, Tsunoda, donc c'est pour ça que j'ai mis 15/20. J'ai mis la même note à Gasly et Tsunoda, parce que Gasly fait une meilleure course que Tsunoda, mais Tsunoda fait une meilleure qualif que Gasly, et que c'est quasiment le meilleur week-end d'AlphaTauri depuis le début de saison en termes de points. 5e et 4e, ils ont marqué énormément de points ce week-end. C'est dommage qu'ils aient eu un trou pendant 4-5 courses où on les a très peu vus et où Tsunoda n'a pas réussi à inverser la tendance. Norris 14/20, quand même pas mal de finir 7e de la course avec des problèmes de boîte de vitesse assez tôt dans le Grand Prix, et puis une belle qualification aussi, hein. C'est le meilleur des autres en qualification, hein. Très clairement, Hamilton et Verstappen étaient dans un autre monde que tous les autres pilotes de la grille de départ. Donc ouais, bravo quand même Norris, même si on s'aperçoit quand même que du côté de chez McLaren, la deuxième partie de saison a été plus compliquée que la première, et surtout pour Norris, où parfois Ricciardo a réussi à le devancer alors qu'en début de saison c'était pas du tout le cas. Et puis on voit quand même du côté de Lando Norris qu'il y avait un écart de performance quand même en course entre la qualif et la course. Il était bien plus bas dans la hiérarchie au niveau du rythme de course que du rythme de qualification, et ça s'est senti dès la fin de son premier relais, hein. Quand il s'est retrouvé un petit peu dans le peloton, il a eu beaucoup plus de mal et il a perdu beaucoup de place, et notamment par rapport à Sainz, par rapport à Perez, par rapport même à Gasly et Tsunoda à ce moment-là. On passe tout de suite aux pilotes moyens. Du côté des pilotes moyens, je commence avec Alonso, 13/20. Rapidement, du côté de Fernando Alonso, c'est un petit peu la même chose que pour Esteban Ocon, c'est-à-dire Alpine n'avait pas une très bonne voiture ce week-end. Il finit devant Ocon, donc ça lui donne un point de plus. Techniquement que Ocon, mais comme il était derrière en qualification, on rééquilibre les choses entre les deux pilotes. Donc voilà, 13/20 également pour Fernando Alonso. Ça reste un très bon pilote dimanche. Voilà, on le sait, hein, c'est Fernando, donc à lui maintenant d'être peut-être un peu plus constant. Mais bon, il faut rappeler qu'il est arrivé en début de saison avec 2 ans sans Formule 1. Quand même pas mal de voir son niveau de performance aujourd'hui, parce que Raikkonen avait une meilleure voiture déjà quand il était revenu en Formule 1 et avait été vraiment inconstant à l'époque. Je me souviens de Raikkonen. Donc c'est pas facile quand on arrive d'une période comme ça sans Formule 1, où surtout lui il a fait des compètes, parce qu'encore Raikkonen il avait fait du rallye, mais il en faisait régulièrement. Lui il a jonglé entre le rallye raid et l'endurance, avec différents types de voitures, différents types d'expériences. Donc se remettre dans la Formule 1, dans le monde de la Formule 1, c'est pas facile. Et puis Alonso, en plus, il a fallu se réadapter à tout cet univers médiatique autour de la Formule 1, alors que Raikkonen, personne l'emmerdait, quoi. Et puis en plus, je me souviens qu'à l'époque, quand il était revenu en Formule 1, il parlait vraiment pas aux journalistes.
C'est chez Ferrari où c'est remis un petit peu à parler aux journalistes, mais chez Lotus, il parlait très peu. À part quand il voulait dire je suis pas payé et Gérard Lopez ne m'a pas payé. Mais sinon, ça discutait très peu avec les journalistes. Il en garde des très bons souvenirs, je pense, Gérard Lopez, de sa période Lotus et de sa période Kimi Räikkönen, avant d'aller prendre la présidence du club de Lille. On continue avec Leclerc, 11 sur 20. Il y a 3 pilotes à 11 sur 20. Du côté de Leclerc, ça a été un Grand Prix difficile. Il y a son erreur en course, qui lui coûte quand même des positions, qui aurait pu être très dangereuse s'il y a un pilote qui sortait des stands au même moment. Et puis un peu en retrait par rapport à Sainz ce week-end. Un peu en retrait. Et puis donc il perd cette place devant Sainz au championnat du monde pilote, même si on dit que c'est le duo de pilotes qui s'entend le mieux et ce genre de choses, il y a toujours une bagarre entre un pilote 1 et un pilote 2 au championnat du monde. Et on n'aime pas être le deuxième pilote en sport mécanique. On n'aime pas être le pilote un peu moins rapide. Voilà. Alors même si tu t'entends très bien avec ton équipier, c'est pareil entre Ocon et Alonso. Et puis tu t'entends bien parce que tu joues pas le titre pilote. Le jour où les deux jouent le titre pilote, ils s'entendront moins bien. Ça, je peux te le dire. Demande à Rosberg et Hamilton. Ils s'entendaient bien en 2013 chez Mercedes. Ils s'entendaient beaucoup moins chez Mercedes en 2014. Eh oui, parce qu'ils jouaient le titre, alors qu'en 2013, ils jouaient pas le titre. Bottas, 11 sur 20. C'est un peu un résumé de la saison de Bottas. C'est moyen. C'est moyen. Il n'y a pas eu vraiment... Il n'y a presque pas eu de coup d'éclat pour Bottas sur cette année 2021. Alors c'est régulier, mais en rythme de course, c'est faible. Et puis il y a quand même eu 4 abandons cette année. Il y a eu également 3 résultats en dehors du top 10, en plus de ces abandons-là, et 2 6e places. C'est pas du standing de Mercedes, ces 6e places. Et quand vous regardez par rapport à Hamilton et Verstappen, il est complètement largué malgré une 3e place. Et il devance de 36 points Pérez, mais il faut quand même se rappeler que Pérez a eu un début de saison assez compliqué et qu'il y a eu un enchaînement Pays-Bas, Italie, Russie où il fait 8-5-9. Voilà. Donc en termes de points, c'est pas top, et où il abandonne cette dernière course, et il avait déjà abandonné en Arabie Saoudite. Donc ça enlève également beaucoup de points. Sinon, Pérez serait 3e. Sans ces problèmes-là. Donc en termes de rythme pur, Pérez était le 3e homme, c'était pas Bottas cette année. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine chez Alfa Romeo pour Bottas, mais on s'aperçoit quand même que des fois c'est très compliqué de passer d'un top team à une équipe de milieu de tableau qui a moins de rythme, qui a moins de performance. Demandez notamment à Räikkönen qui s'est retrouvé dans cette situation-là, demandez à Ricciardo aussi ces dernières années, même Vettel qui a eu également un début de saison très compliqué, le temps de s'adapter à sa voiture, même s'il devance Lance Stroll en fin de saison. C'est pas simple, vraiment. Il y a un temps d'adaptation à avoir qui est hyper important, donc faut vraiment faire gaffe, quoi. Faut vraiment faire gaffe pour Bottas parce que ça peut être très 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 difficile. Et à l'inverse aussi, dans le cas de Russell, ça peut ne pas être facile de passer dans un top team. On peut le voir aussi avec un Sergio Pérez qui avait un peu de mal en début de saison. Latifi, 11 sur 20. Il devance Russell en qualif. Et puis après un Grand Prix où il abandonne, problème technique sur la voiture, donc c'est difficile de noter des courses comme ça où il y a eu un problème technique. Il y a eu quand même beaucoup d'abandons sur ce Grand Prix. On voit que les voitures étaient un petit peu fatiguées quand même sur ce dernier Grand Prix. Mais voilà, Latifi, on sur 20, il fait le taf. On verra l'année prochaine face à Albon. Albon, il aura pas un équipier facile. Latifi, c'est quand même un pilote qui est pas mal. Ils se connaissent en plus, je crois les deux. Ils ont roulé chez Dams, Albion et
et Latifi, je crois, en F2 ensemble. Mais il faudra pas sous-estimer Latifi. Ça, c'est clair et net. Les deux ont roulé chez Dams, mais je sais plus si c'était à la même période en F2. J'ai un trou de mémoire. Russell, 10 sur 20. J'ai mis un point de moins par rapport à Latifi parce qu'il est devancé en qualification. Mais là encore, c'est compliqué de noter son Grand Prix à partir du moment où il a un problème mécanique. Vettel, 10 sur 20. Pas de rythme du côté de chez Aston Martin ce week-end. Alors il devance, encore une fois, Stroll. Donc c'est pour ça qu'il a la moyenne, on va dire. Mais les voitures étaient vraiment pas performantes. Donc il a donné le maximum. Il y a quand même une statistique qui est très intéressante. Je crois que c'est le pilote qui a fait le plus de dépassements cette saison, Vettel. Donc voilà, ça montre quand même qu'il n'était pas à la rue avec son Aston Martin, même si au championnat du monde pilote, il n'est que 12e avec 43 points. C'est vraiment pas sa meilleure saison, c'est peut-être même sa pire saison, je ne sais pas, avec sa première année chez Toro Rosso. Mais ça doit se valoir. C'est la première fois depuis longtemps qu'il n'est pas dans le top 10 du championnat du monde pilote. Et je pense que même à l'époque de Toro Rosso, il avait réussi à attraper le top 10. Mais du côté de Vettel, oui, ça a quand même encore été il s'est encore une fois battu. Et là aussi, du côté de Vettel, pour moi, il y a eu un déclic à partir de Monaco. Et il y a eu le problème de Vettel, ça a été l'inconstance de performance de sa voiture, mais qui est aussi dû au fait que l'Aston Martin était une voiture très équilibrée entre l'avant et l'arrière. C'est-à-dire il n'y avait pas l'avant qui était abaissé, elle n'était pas portée sur l'avant, cette voiture, au niveau des suspensions, contrairement à Red Bull. Et on voit que du côté de chez Mercedes, d'Aston Martin, les voitures qui ont eu cette philosophie-là, d'être donc avec une suspension avant, suspension arrière, on va dire à la même hauteur, ont eu beaucoup de mal avec le règlement 2021. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 8 sur 20 pour Giovinazzi pour commencer les bonnets d'âne. C'est une saison qui... c'est une course qui représente bien sa saison, quoi. Invisible Giovinazzi pendant toute l'année. Ça a été compliqué. Très compliqué parce que pas de rythme, parce que pas un manque cruel de performance, il faut le dire. Et après derrière, on peut pas tout excuser non plus. Championnat pilote est devancé par Raikkonen et pourtant on n'a pas eu un grand Raikkonen. Et puis il marquera pas l'histoire de la Formule 1, Giovinazzi. Voilà. En résumé, je pense que dans 1 an ou dans 2 ans, Giovinazzi, plus personne s'en souviendra qu'il a été en Formule 1. C'est triste, mais il a eu trop de manque de performance chez Alfa Romeo. Et puis chez Alfa Romeo, on voit aussi le fin de saison compliqué, un peu d'amateurisme dans cette équipe. On a du mal à savoir quand même quel est l'objectif d'Alfa Romeo, que ça soit d'un point de vue marketing ou d'un point de vue sportif. Autour de cette équipe, parce que au niveau marketing, je pense que finir 18e et 16e du championnat du monde pilote, ça apporte pas de vente à Alfa Romeo, et au niveau sportif, ça n'aide pas Ferrari non plus, donc je comprends pas vraiment l'intérêt. Schumacher, 8 sur 20, 14e du Grand Prix, mais il a quand même profité des nombreux abandons. En qualif, il était qu'à 1/10 de Raikkonen, mais un Raikkonen qui était quand même largué aussi. Donc là aussi, c'est dur de noter le Grand Prix de Schumacher, surtout qu'il n'y avait pas son équipier. Je rappelle Mazepin qui a été atteint par la Covid, donc qui ne pouvait pas participer à ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc voilà, c'est un week-end encore compliqué avec une voiture qui n'est pas performante. Du côté de chez Haas, on espère que l'année prochaine, ils arriveront à avoir une voiture un peu plus rapide. Mais je suis quand même pas hyper convaincu. Donc voilà, 8 sur 20. Stroll, 7 sur 20. Je ne vais pas non plus rester longtemps sur Stroll. Année difficile pour Lance Stroll. Il y a eu vraiment des week-ends très, 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 très durs. Où il n'y avait pas de rythme. Ce week-end, encore une fois. Mais sur d'autres week-ends aussi, ça a été quand même extrêmement compliqué pour Lance Stroll.
Il est derrière Vettel au championnat du monde pilote, mais je rappelle que Vettel a quand même bien profité du Grand Prix de Belgique, voilà, où il est 5e alors que Stroll est 20e seulement sur la grille. Et puis, il n'y a eu aucun moment où Lance Stroll a réussi à un peu sortir les doigts du cul, comme on dit, et puis à vraiment embrayer sur sa saison, quoi. Il n'y a aucun moment où on s'est dit ah, ça y est, il a vraiment lancé sa saison. Il y a le Qatar qui est un peu au-dessus des autres résultats, mais ça a été beaucoup trop faible pour Lance Stroll. Ricciardo, 5 sur 20. Ricciardo, une énigme. Une énigme vraiment, Daniel Ricciardo. Sur cette deuxième partie de saison, il a vraiment subi, un peu comme McLaren. Mais lui, il a encore plus subi que Lando Norris sur cette deuxième partie de saison. Il finit 8e, ce qui n'est pas catastrophique au championnat du monde pilote. Il finit que 2 places derrière Lando Norris. Donc c'est pas catastrophique. L'écart de points est important, mais pas si important que ça quand même. 45 points, c'est pas catastrophique non plus par rapport à Lando Norris. Mais pourtant, la saison reste décevante avec une vraiment difficile deuxième partie de saison. Du côté de Ricciardo, tu notes, à part l'Italie, en fait, ça a été très inconstant. C'est-à-dire, soit il était dans le top 5, soit il était en dehors du top 10. Et c'est presque ça pendant toute son année. C'est-à-dire qu'il y a peu de résultats où il est entre 7 et 10. Il y a l'Autriche, il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Portugal et il y a la Bahreïn, où il est entre 7 et 10. Sinon, soit il est dans le top 5, soit il est complètement largué. Donc c'est assez incroyable. Je trouve ça assez surprenant pour un pilote comme ça de ce calibre. Et puis en plus, tu peux dire qu'il avait déjà l'expérience de Renault. Il savait qu'il devait s'adapter vite à son équipe. Il n'a pas trop réussi à le faire. Et puis, vu la deuxième partie de saison, c'est quand même inquiétant. Et puis, il est derrière Norris, alors qu'on s'attendait qu'il soit au moins au même niveau. C'était ça l'objectif de McLaren, c'était d'avoir 2 pilotes au même niveau. Et autant c'était le cas l'année dernière avec Sainz et Norris, autant c'est pas vraiment le cas, totalement le cas cette année. Puis je termine avec Raikkonen, 4 sur 20. C'est dur, c'est un peu comme Rossi, mais il finit moins bien que Rossi. Rossi, il a quand même fini avec un top 10 à Valence. Raikkonen, il finit dans l'ombre, mais c'était la saison de trop. Hein. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais dit que j'étais vraiment surpris de le voir être prolongé, Raikkonen. C'est toujours le cas cette année. Hein. Et puis déjà l'année dernière, tu sentais qu'il était plus dedans, Raikkonen, qu'il avait plus la tête à la Formule 1. Ça a été encore pire cette année, quoi. Donc voilà, une année très difficile pour le pilote finlandais, et très déçu par le pilote finlandais cette année. Donc c'est triste parce qu'en plus il termine sur un abandon. Ça m'a beaucoup fait rappeler sa première année de Formule 1, Suzuka, dernier Grand Prix de l'année, où il termine en abandonnant et il provoque la fin de carrière de Jean Alesi ce jour-là. Et ça m'a un peu fait la même chose parce que Jean Alesi avait eu une dernière année très compliquée quand même si c'était relancé chez Jordan, chez Prost ça avait été très 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 difficile, il était vraiment dans l'ombre, puis il y avait vraiment une motivation qui était alors lui il n'avait pas l'impression de manquer de motivation, mais quand il y a un reportage comme ça un petit peu inside dans les coulisses de la dernière saison de Jean Alesi, où moi j'ai vu ce documentaire et je me suis dit il avait déjà plus totalement la tête à la Formule 1. Il avait déjà la tête un petit peu ailleurs sur d'autres éléments. Et puis quand on lui apprend que Sato va le remplacer en 2002, et donc il n'y a pas de place pour le beat chez Jordan, j'ai pas l'impression qu'il pleure non plus. Il est triste, mais j'ai pas l'impression qu'il est totalement démobilisé. Et très vite, il ira vers le DTM, et en DTM, un peu comme Mika Häkkinen, ça sera pas non plus incroyable, quoi. Il y aura quelques victoires, mais il y aura un manque de constance sur une saison complète. Mais là, Raikkonen, tu sens qu'il est fatigué de l'univers de la Formule 1, que cette saison
était fatigante, que tu te demandes vraiment pourquoi il a prolongé 1 an de plus avec Alfa Romeo, alors qu'il savait très bien que la situation n'allait pas s'améliorer. Donc c'est assez difficile à comprendre. On finit avec les classements pilotes et constructeurs, parce que cette vidéo est très très longue, je m'aperçois qu'on est à 51 minutes. Voilà, on passe au classement pilote. Verstappen, champion du monde, avec donc 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. On retrouve ensuite Bottas, Perez, Sainz, qui est donc 5e devant Norris et Charles Leclerc. Ça a été très serré entre les 3 pilotes toute la saison. On retrouve ensuite Ricciardo, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon. Dommage pour Ocon de ne pas réussir à entrer dans le top 10. Ça se joue pour 7 points. On retrouve ensuite Vettel, Stroll, Tsunoda qui finit 14e sur les talons de Lance Stroll, Russell, Kimi Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, donc est le dernier pilote à avoir marqué des points, et donc Schumacher, Mazepin et Kubica, mais qui n'a fait que 2 Grands Prix, n'ont pas marqué un seul point cette saison. Et puis on termine le classement constructeur. Mercedes, champion du monde des constructeurs avec 613 points, 5. On retrouve ensuite Red Bull, puis Ferrari qui finit donc 3e, assez largement devant McLaren. Alpine finit aussi devant AlphaTauri, mais l'écart s'est quand même resserré avec cette dernière course. On retrouve ensuite Aston Martin, Williams, Alfa Romeo et donc As qui n'a pas marqué un seul point cette année. J'espère que vous avez passé des bons débriefs cette année en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve donc pour faire les débriefs équipe par équipe, les bilans équipe par équipe de la Formule 1. Ça arrivera d'ici une bonne dizaine de jours je pense, surtout qu'avec la connexion internet ça va être un petit peu compliqué, puis avec Noël qui arrive assez vite également. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.